Bonjour chers amis, auditeurs et auditrices, Hervé Choseville à l'antenne, toujours très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire qui sera, pour cette année en tout cas, le dernier, pour 2021. Depuis des années, je dénonce sur ces ondes les tueries et les mutilations d'albinos dans certains pays d'Afrique. J'ai fait état de la situation déplorable des Noirs blancs dans mon livre « Chronique d'un ailleurs pas si lointain », paru en 2010 aux éditions Percé. Dans le chapitre que je consacrais aux albinos, j'évoquais mon expérience personnelle au Malawi, pays où je réalisais l'importance de la marginalisation dont était l'objet cette minorité. J'y avais fait la connaissance de deux enfants albinos, le frère et la sœur, élèves de l'école primaire dont j'avais la charge. Je me liais d'amitié avec un célèbre chanteur malavien, Jeffrey Zigoma, lui-même albinos. Avec lui, je tentais de faire évoluer les mentalités dans le pays où je vivais, en commençant bien sûr par sensibiliser les élèves et les enseignants de mon école. C'est aussi à cette époque que j'entendis parler, pour la première fois, des atrocités commises contre les albinos dans le nord-ouest du grand pays voisin, la Tanzanie, ainsi qu'au Burundi. Au moins, me disais-je naïvement, les albinos ne sont pas tués ou mutilés au Malawi, même s'ils sont marginalisés. Je savais que la plupart vivaient dans la pauvreté et que les parents d'enfants albinos préféraient scolariser en priorité leurs enfants non albinos. C'est cette mentalité que Jeffrey Zigoma tentait de faire évoluer. Son succès et sa grande popularité y ont certainement contribué un tant soit peu. C'est en 2009 que j'ai quitté le Malawi. Depuis, j'y suis retourné pour de brefs séjours, le dernier remontant à 2014. Chaque fois, je rencontrais Emmanuel, qui avait bien grandi, l'un des deux enfants albinos que j'avais connus dans mon école. Je contribuais à ses frais de scolarité, ce qui lui permit d'avancer dans ses études et même d'atteindre l'université. C'est aussi durant cette période que j'appris la mort dans un hôpital indien de mon ami Jeffrey Zigoma. Le gouvernement du Malawi avait fini par le faire hospitaliser dans ce pays, mais il était malheureusement trop tard. Son cancer était en phase terminale. Le cas de Jeffrey n'est malheureusement pas unique. Nombreux sont les albinos qui, chaque année, meurent de cancer de la peau, conséquence de leur albinisme. Dépourvue de mélanine, la peau des albinos est très sensible en cas d'exposition régulière et prolongée au soleil. Or, la plupart des albinos africains est exposée au soleil. Des taches noires finissent par apparaître çà et là sur la peau rougie de ceux qui vivent ou travaillent à l'extérieur et qui ne se couvrent pas la tête et laissent d'autres parties du corps exposées, cou, bras, torse ou jambes. Ces taches non traitées finissent par évoluer en cancer. C'est ce qui arriva à Jeffrey, qui souffrit plusieurs années d'un cancer en haut du cou, cancer qui ne pouvait pas être traité dans son pays. Mais le pire arriva après mon départ du Malawi, lorsque des meurtres d'albinos commencèrent à être signalés. Comme en Tanzanie et au Burundi, des sorciers locaux exploitèrent la crédulité des uns et la cupidité des autres en promettant richesse, amour ou succès grâce aux filtres et autres gris-gris fabriqués en utilisant des fragments de cadavres d'albinos
kidnappés et assassinés à cet effet. Je fus horrifié par les articles lus dans la presse malawienne, que je consultais sur Internet. Le gouvernement fut même accusé de ne rien faire, ou tout au moins de ne pas faire assez pour porter un coup d'arrêt à ces atrocités. Des rumeurs allèrent bon train. Certaines hautes personnalités en firent les frais en étant accusées d'avoir partie liée avec les sorciers. Je reçois régulièrement des messages désespérés d'Emmanuel, qui craint pour sa vie et qui ne parvient plus à imaginer pour lui un avenir serein dans son pays. Il ne comprend ni l'indifférence de ses compatriotes, ni l'impunité dont semblent jouir les meurtriers d'albinos. Il vit désormais dans la solitude et dans la peur, en se sentant de plus en plus étranger dans son propre pays. Je vous propose, chers auditeurs, d'écouter le témoignage d'Emmanuel qu'il m'a fait parvenir hier. Il s'exprime en anglais et je vais ensuite traduire en français. Hello, my name is Emmanuel Kisaka. I'm living in Malawi. I born in 1998. In our family, we are 4. I'm the second born. I born with albinism, while my old parents were normal, were not in albinism. My first half sister, she is not an albinism. My third sister, Memory. Voici maintenant la traduction. Hello, je m'appelle Emmanuel Kisaka, je vis au Malawi, j'y suis né en 1998. Dans ma famille, nous sommes 4 enfants et je suis le second. Ma demi-sœur aînée n'est pas albinos, mais le 3e enfant, ma sœur Memory, l'est, tandis que le dernier né ne l'est pas. Sur 4 frères et sœurs, il y a donc 2 albinos et 2 qui ne le sont pas. Aussi loin que mes souvenirs remontent, j'ai toujours senti que la plupart des autres enfants ne comprenaient pas ce que nous étions. Je ne pouvais pas me déplacer sans que des enfants de mon âge, ou même des adultes, ne me regardent avec hostilité et ne s'adressent à moi avec un langage insultant à cause de mon apparence physique. Durant mes études primaires, j'ai réussi à être admis à l'école Big John, dont le coordinateur était Hervé Chesville, et j'y suis resté 2 années. Là, j'ai appris des choses encourageantes en ce qui concernait ma vie de tous les jours. Hervé Chesville m'encourageait et il me disait de ne pas faire attention à ceux qui m'insultaient. Certes, il est parfois difficile de faire abstraction de tout cela, mais petit à petit, je me suis senti encouragé. Je parvenais à oublier ce que les autres disaient au sujet de ma couleur de peau. Mais Hervé est parti, il est rentré en France. Je suis allé à l'école secondaire, puis enfin à l'université des Assemblées de Dieu, où j'ai étudié la santé publique. Je suis donc parvenu à relever de nombreux défis depuis que je suis petit. Des camarades ne me permettaient pas de jouer avec eux à cause de ma couleur de peau. D'autres avaient peur de moi. On me disait que ma peau était trop délicate et que je pourrais me blesser. Après avoir obtenu mon diplôme en santé publique, j'ai été admis pour un stage à l'aéroport international Kamuzu, à Lilongwe, et c'est là que je suis encore. Effectivement, j'ouvre une parenthèse,
c'est lui qui contrôle les passagers à l'arrivée au sujet du Covid-19. Au Malawi, je reprends la traduction, au Malawi, il y a beaucoup d'albinos, près de 100 000. Tous ces gens, comme moi-même, nous faisons face à différentes situations qui nous affectent à la fois physiquement, émotionnellement et socialement dans notre vie quotidienne. Le problème principal, c'est celui des meurtres et des enfants et des enlèvements d'albinos. Des croyances ont rendu les gens fous, quelle que soit leur ethnie, leur parti politique ou même au niveau du gouvernement. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'action efficace pour arrêter ceux qui tuent ou ceux qui enlèvent les albinos. Les albinos sont déprimés, surtout lorsqu'ils apprennent que quelque part, encore un albinos a été tué, qu'on lui a coupé la tête. On se demande alors ce qu'est devenu le monde dans lequel nous vivons. On se sent découragé, on perd tout espoir. Cette situation affecte aussi les parents d'albinos, car ils ne savent pas comment élever leurs enfants, comment ils peuvent les envoyer chaque jour à l'école. Ils sont rongés par la crainte de ce qui pourrait leur arriver en chemin. La seconde situation qui nous affecte, c'est l'absence de soutien. La plupart des albinos vivent dans des baraques, loin de tout, parfois à 10 km de la localité ou de la ville la plus proche. La pauvreté dans laquelle ils vivent fait qu'ils sont dans l'incapacité d'acheter des produits essentiels à leur vie quotidienne, en particulier la lotion qui pourrait les protéger des ardeurs du soleil, du savon ou d'autres produits de base pouvant améliorer leur vie. Cette pauvreté finit par affecter leur santé, car, n'ayant pas pu se protéger des rayons du soleil, ils développent des cancers de la peau. Comme nous le savons, le climat change et il fait de plus en plus chaud. La troisième situation à laquelle les albinos du Malawi doivent faire face, c'est la discrimination et la ségrégation, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, ou encore de la part de leurs amis, dans leur famille, à l'école ou sur leur lieu de travail. La plupart des albinos ont même peur de développer des relations sociales, voire même de se marier, tant ils craignent l'attitude ou les réactions éventuelles de la personne qu'ils ont choisie du fait de leur apparence physique. Après 57 années d'indépendance, aucun albinos n'occupe de hautes fonctions. Nous souffrons aussi d'absence de promotion au travail. Pour finir, je souhaiterais encourager tous les albinos africains à cesser d'avoir une mauvaise opinion d'eux-mêmes. Nous sommes aussi capables que les autres. Nous sommes capables de travailler. Nous sommes des êtres humains, pas des animaux. Merci. Because we have been arguing each other, different ethnicity, even different political parties in the government of Malawi. Voilà pour ce qui était du témoignage d'Emmanuel. De nos jours, les horreurs commises contre les albinos ne font plus les gros titres des médias internationaux, comme cela fut le cas voici un peu plus d'une dizaine d'années. Or, non seulement les meurtres continuent, mais le phénomène semble même gagner des pays jusque-là épargnés, comme cela a été le cas, nous venons de le voir, au Malawi. Il y a quelques jours, j'ai appris, en écoutant Radio France Internationale, que de telles atrocités étaient à présent commises à Madagascar, alors que cela n'était jamais arrivé auparavant. Le phénomène est nouveau, a déclaré le président du réseau malgache du handicap, Falieri Razafindrakoto. Je le cite. « La première fois que j'ai entendu parler de cas de violence envers les albinos, c'était en 2015. Il s'agissait d'un séminariste kidnappé à Tuléar. Je savais que ça existait en Afrique, mais à Madagascar, c'était la première fois que je l'entendais. L'année dernière et cette année, ces enlèvements d'albinos ont pris de l'ampleur. » Fin de citation. Le 9 décembre, la gendarmerie a retrouvé,
après plusieurs semaines de séquestration, une enfant albinos de 13 ans, vivante mais mutilée, dans le district de Betroka. Ses yeux lui avaient été arrachés. Face à cela, le réseau malgache du handicap et un député de cette partie de l'île ont tiré la sonnette d'alarme. Toujours selon Radio France Internationale, le président du réseau malgache du handicap s'est élevé contre, je cite, « des cas qu'il ne faut plus considérer comme des faits divers ». Il a relevé une dizaine d'albinos enlevés ces 5 derniers mois dans différentes régions du sud de Madagascar. Je le cite à nouveau. « Il y a des enfants qui ne peuvent plus aller à l'école par peur d'être kidnappés. Même chez eux, ils ne sont pas tranquilles, car ce sont parfois des membres de la famille qui les enlèvent. » Explique le président de cette organisation qui milite pour le respect des droits des personnes handicapées et pour la reconnaissance de la différence et du handicap comme une expression de la diversité humaine. Un phénomène surtout lié au banditisme et au dahalo, les voleurs de zébus, qui sévissent dans cette partie de l'île, explique le secrétaire d'État à la gendarmerie, le général Serge Gélé. Les croyances de certains dahalo prêtent aux yeux des albinos le pouvoir de voir dans la nuit et de les rendre invulnérables aux balles des armes à feu. Ils sont utilisés par leurs mapimasi, ou sorciers, pour leur fabriquer des gris-gris. C'est une croyance insensée, mais ça devient un phénomène, une psychose, et ça se monnaie. C'est aussi une question d'argent, poursuit le secrétaire d'État à la gendarmerie. Là, les gens sont pauvres, et les rumeurs prennent beaucoup d'ampleur. Il y a de simples gens qui ont entendu qu'il y a de l'argent à gagner, et avec cela, et ils font n'importe quoi, raconte Nicolas Randrianasolo, le député de Betroka, où 2 enfants albinos ont été tués au mois d'août pour leurs yeux. Le réseau malgache du handicap, tout comme le député de Betroka, demande la mise en place de sensibilisation de masse des communautés pour prévenir les enlèvements, meurtres et mutilations des albinos. Le président du réseau malgache du handicap lance aussi un appel à l'endroit des autres organisations de promotion des droits de l'homme pour, je cite, qu'elles prennent en compte le cas des enfants et des adultes albinos, parce que ce sont des groupes minoritaires qui n'ont pas vraiment de porte-parole. Donc, c'est comme si le problème n'existait pas au niveau de ces organisations. Le problème reste invisible, mais la manière de le traiter dans les médias, c'est en tant que fait divers, ponctuel. Fin de citation. Comment de telles horreurs peuvent-elles ainsi se propager de pays en pays et même traverser l'océan pour atteindre Madagascar? Avons-nous eu tort de parler de ces meurtres rituels lorsque nous avons commencé à en entendre parler il y a plus de 10 ans? Est-ce ce genre d'informations dans les bulletins de la BBC ou de RFI qui a donné l'idée à des gens sans scrupules de se livrer eux aussi à ce genre de pratiques afin de gagner de l'argent rapidement? Je ne saurais le dire. Toujours est-il qu'à mon modeste niveau, je continue comme je le fais depuis 2007 à me faire l'avocat de la cause oubliée de ces noirs blancs d'Afrique. Je poursuis aussi de petites actions en leur faveur, comme par exemple la scolarisation d'Aubin à Bukavu, en République démocratique du Congo. À ce propos, j'aimerais rappeler que la rentrée pour le second trimestre aura lieu dans quelques jours et que nous avons besoin d'argent pour payer les frais de scolarité d'Aubin, qui vient de m'informer qu'il a terminé le premier trimestre, 2e de sa classe. Quant à Emmanuel, dont vous avez pu entendre le témoignage aujourd'hui, il m'a soumis un petit projet. Il souhaiterait se lancer dans la commercialisation d'Irish Potatoes afin de devenir indépendant. Qu'est-ce que c'est que les Irish Potatoes? Ça se traduit par patates irlandaises. Eh bien, ce sont les pommes de terre, nos pommes de terre, tout simplement. Parce qu'en Afrique, on connaît davantage les patates douces que les patates dites européennes qui ne sont pas européennes d'origine, qui sont américaines. Mais toujours est-il que pour les distinguer de leurs patates douces traditionnelles, les Africains, dans la partie australe ou dans la partie orientale de l'Afrique, la partie anglophone, ont pris l'habitude de les appeler Irish Potatoes,
patates irlandaises. Donc Emmanuel estime qu'il lui faudrait l'équivalent de 120 € pour se lancer. Certes, j'aurais préféré que son diplôme en santé publique lui serve à obtenir un emploi dans ce domaine-là. Mais si les pommes de terre pouvaient lui permettre de mener une vie décente au Malawi, j'en serais heureux. Pour terminer cette émission, chers auditeurs, je souhaiterais vous faire entendre une chanson de mon regretté ami Jeffrey Zigoma, qui a tant fait pour la cause des albinos du Malawi, dont il voulait être l'ambassadeur. Et j'en profite également pour vous présenter mes vœux pour la nouvelle année.